À 78 ans, Mireille Mathieu, l'éternelle, l'immuable, la demoiselle d'Avignon, vient enfin de lever le voile. Sa vie est un livre que nous pensions tous avoir lu. Une couverture parfaite, une frange iconique qui n'a pas bougé d'un millimètre en 60 ans, et cette voix d'or, claire comme du cristal, qui a chanté l'amour dans 11 langues différentes. Une icône française, une poupée de porcelaine applaudie par les rois, les reines, les présidents et les papes. Mais derrière cette image impeccable, presque figée dans le temps, se cache une autre histoire. Une histoire de sacrifice absolu, un pacte scellé dans le secret, et un cœur qui, à 78 ans, vit toujours sans mari, ni enfant. Depuis plus d'un demi-siècle, nous soupçonnions tous que la vérité était bien plus complexe que la légende. Aujourd'hui, alors qu'elle annonce, à la surprise générale, ses adieux à la scène, l'heure est venue de comprendre. De comprendre l'homme qui l'a façonné et contrôlé. De comprendre les 2 fiançailles brisées qui ont failli tout changer. Et d'entendre enfin cette admission, cette phrase terrible et magnifique qui explique toute une vie de solitude et de gloire. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous ne racontons pas seulement la carrière de Mireille Mathieu. Nous allons disséquer le mythe pour trouver la femme. L'annonce a fait l'effet d'une bombe discrète, à son image. À l'aube de ses 78 ans, Mireille Mathieu s'apprête à faire ses adieux. La nouvelle est tombée via la presse allemande, son deuxième public de cœur. Elle prévoit une grande tournée mondiale d'adieu en 2025, pour célébrer ses 60 ans de carrière. 60 ans. Un jubilé de diamant. Cette tournée portera un titre qui sonne à la fois comme une promesse et une fin, Goodbye My Love, Goodbye. Elle a partagé quelques mots, rares et précieux, la vie d'un artiste touche à sa fin. Elle explique que cette décision a été mûrie pendant plus d'1 an, lors de la planification de sa tournée de 2024. Ce n'est pas une retraite, c'est un hommage. Un dernier tour de piste pour saluer les 190 millions d'albums vendus, pour saluer les innombrables fans qui l'ont soutenu. Mais cette nouvelle, si poignante soit-elle, n'est pas la véritable histoire. Ce n'est que l'épilogue. L'histoire qui nous fascine, c'est celle qui a mené à cet instant. Pourquoi cette femme, qui a chanté l'amour mieux que personne, ne l'a-t-elle jamais vécu au grand jour? Pourquoi cette icône de la féminité vit-elle, encore aujourd'hui, avec sa sœur? Pour le comprendre, il faut remonter le temps. Il faut retourner là où tout a commencé. Pas à Paris, pas sous les lumières de l'Olympia. Mais dans la poussière et la misère de l'après-guerre. Nous sommes à Avignon, le 22 juillet 1946. La France est en ruine. C'est dans ce monde fracassé, dans une ville qui peine à se nourrir, que naît Mireille. Elle est la première. L'aînée d'une fratrie qui défie l'entendement, 14 enfants. 14 bouches à nourrir. Imaginez la scène, si vous le pouvez. La famille Mathieu ne vit pas dans une maison. Elle vit dans une cabane en bois, construite de briques et de brocs, à la lisière de la ville. Le père, Roger, est tailleur de pierre. Un métier ancestral, noble, mais qui ne paie pas. Roger a un regret, une blessure secrète qui ronge sa vie, il rêvait d'être chanteur. Il possédait, dit-on, une magnifique voix de baryton. Mais son propre père, le grand-père de Mireille, un homme dur, lui avait formellement interdit cette voix. Ce n'est pas un métier, avait-il décrété. Alors, Roger chante en taillant la pierre. Il chante à l'église. Et il transmet ce rêve brisé, comme un héritage fiévreux, à sa première-née. La mère, Marcelle Sophie, est le pilier silencieux de cette tribu. Une sainte laïque. Gérer 14 enfants dans une pauvreté écrasante, sans eau courante, où chaque repas est un miracle, relève de l'héroïsme quotidien. Mireille, en tant qu'aînée, n'a pas le luxe d'être une enfant. Elle est une seconde mère. Elle lave, elle porte, elle nourrit ses frères et sœurs, Monique, Christiane, Marie-France, Réjeanne, et tous les autres. Cette responsabilité écrasante forge en elle un sens du devoir, une discipline de fer, qui sera la clé de toute sa vie. L'école est une autre forme de torture. Mireille est une élève médiocre, mais ce n'est ni par paresse, ni par manque d'intelligence. Elle souffre d'un mal alors méconnu, invisible, la dyslexie. Les mots dansent sur la page, les lettres s'inversent. La lecture est un supplice, un mur infranchissable. Et comme si cela ne suffisait pas, elle est gauchère. À cette époque, être gaucher n'est pas une particularité. C'est une tare. Une anomalie qu'il faut corriger. Son institutrice, rigide et convaincue de son bon droit, lui mène une guerre sans merci. Chaque fois que la petite Mireille tente d'écrire de la main du diable, la règle s'abat sur ses doigts. C'est une humiliation publique, quotidienne. Mireille pleure, mais elle s'adapte. Elle plie. Elle se force à écrire de la main droite, cette main qui n'est pas la sienne. Mais elle gardera sa main gauche pour l'essentiel, pour ce qui compte vraiment, des décennies plus tard, c'est de cette main gauche, sa main de cœur, qu'elle tiendra son micro. Cette capacité à endurer la douleur, à se plier à une discipline extérieure, à se conformer pour survivre,
est en train de forger l'armure de la future star. Elle ne le sait pas encore, mais elle apprend à obéir. Elle apprend la résilience. Le moment décisif de son enfance, celui qui scelle son destin, n'est pas un triomphe. C'est une révélation. Un miracle sonore. Un jour, dans la cuisine exiguë, au milieu des cris des enfants, une voix s'élève de la petite radio familiale. Une voix qui ne ressemble à aucune autre. Une voix qui ne chante pas, mais qui saigne, qui vit, qui arrache l'âme. C'est Édith Piaf. Pour la petite Mireille, c'est un choc électrique, une déflagration. Elle dira plus tard, « J'ai entendu une voix qui me transperçait le cœur. J'ai su, à cet instant, que je voulais chanter. » Le rêve brisé de son père vient de trouver son incarnation. Elle ne veut plus seulement chanter. Elle veut chanter comme ça. Elle veut devenir Piaf. Mais la vie est dure. À 13 ans et demi, l'école est finie. La dyslexie a gagné, et de toute façon, il faut ramener de l'argent. Il faut nourrir la famille. Mireille entre à l'usine. Elle trouve une place dans une fabrique d'enveloppes à Montfavet. Imaginez la réalité brutale. L'adolescente se lève avant l'aube. La monotonie de la chaîne de production, le bruit assourdissant des machines, l'odeur entêtante de la colle. C'est un travail abrutissant. Pour tenir, pour s'évader, elle chante. Elle chante Piaf, bien sûr. La vie en rose, l'hymne à l'amour. Sa voix s'élève au-dessus du fracas. Ses collègues s'arrêtent, l'écoutent, l'encouragent. Elle devient la petite attraction de l'atelier, le moineau de l'usine. Cette histoire est celle d'une volonté hors du commun. Si vous aussi, vous êtes touché par cette détermination née de la misère, pourriez-vous s'il vous plaît nous encourager en laissant un petit j'aime sur cette vidéo? C'est un geste simple, mais qui nous aide énormément à continuer de vous raconter ces destins incroyables. Chanter à l'usine ne suffit pas. Le rêve de son père et le feu de Piaf brûlent en elle. Elle s'inscrit au concours de chant de la ville, On chante dans mon quartier. La scène est minuscule, un podium de fortune. Mais pour Mireille, c'est l'Olympia. En 1962, elle se présente. Elle a 16 ans. Elle chante les cloches de Lisbonne. Elle perd. Elle est battue par une autre jeune chanteuse prometteuse de la région, une certaine Michel Thor. En 1963, elle revient. Têtue. Obstinée. Elle chante, évidemment, l'hymne à l'amour de Piaf. Elle perd à nouveau. Pour beaucoup, ce serait la fin. 2 échecs consécutifs, c'est un signe. Mais c'est mal connaître Mireille. C'est mal connaître la discipline forgée par la misère et la règle de l'institutrice. Elle n'abandonne pas. Elle prend des cours de chant avec une professeure de piano locale, Madame Laure Collière, qui polit ce diamant brut. En 1964, elle est de retour. C'est la 3e fois. Elle a tout misé sur cette chanson. Elle monte sur scène. Elle ne chante pas la vie en rose. Elle devient la vie en rose. Cette fois, il n'y a pas de discussion. Elle terrasse la concurrence. Elle gagne. Cette victoire n'est pas un simple trophée local. C'est un billet de train. Le maire adjoint d'Avignon, Raoul Colombe, qui a repéré son potentiel, croit en elle. Il lui finance personnellement un voyage à Paris. Direction, le jeu de la chance. C'est le télécrochet le plus populaire de France, une institution, dans l'émission Télédimanche de Roger Lanzac. Mireille débarque à Paris. C'est un autre monde. Elle qui n'a jamais quitté Avignon se retrouve dans la capitale. Elle passe l'audition. Vêtue de noir, comme son idole, elle chante Piaf. Son accent provençal est si fort, si rocailleux, qu'il fait sourire les techniciens parisiens. Sa dyslexie la fait bafouiller sur les mots. C'est un désastre. On la remercie poliment et on la met sur une liste d'attente. Pendant 1 an, elle retourne à Avignon. 1 an de silence. L'usine, les enveloppes, les rêves qui s'étiolent. Elle attend un coup de fil qui ne vient pas. Puis, en 1965, le destin frappe à la porte. 2 fois. Un impresario de passage, Régis Durcourt, la remarque lors d'un gala local et lui propose de participer à une émission concurrente, Song Parade. Presque au même moment, le jeu de la chance la rappelle enfin. Ils ont un désistement. Elle doit choisir. C'est son premier choix de carrière. Elle choisit Télédimanche. Elle choisit le jeu de la chance. Le 21 novembre 1965, la France découvre Mireille Mathieu. L'émission est en direct. La championne en titre est une chanteuse à voix très populaire, Georgette Lemaire. Mireille, nerveuse mais habitée, chante Jezebel de Piaf. Le standard téléphonique explose. Le public est scotché. C'est un fantôme. La voix est si similaire, la ferveur est la même. Piaf est morte 2 ans plus tôt, et voilà qu'elle renaît sous les traits de cette gamine d'Avignon. Le vote est serré. Les juges déclarent un match nul. Une égalité parfaite. C'est du jamais vu. Roger Lanzac annonce qu'elles reviendront la semaine suivante pour être départagées.
La France est divisée. Mais un homme, dans l'ombre, n'est pas divisé du tout. Il a tout vu. Il a tout compris. Il s'appelle Johnny Stark. Et sa vie vient de basculer. Johnny Stark n'est pas un débutant. C'est un personnage de roman noir. Un colosse de l'industrie musicale, un impresario à l'américaine, redouté, brillant, visionnaire et absolument impitoyable. On le surnomme l'ogre. Il a géré les carrières des plus grands, Tino Rossi, Luis Mariano, il a travaillé avec Dalida. Il connaît tous les rouages, toutes les trahisons, tous les secrets du métier. Quand il voit Mireille à la télévision, il n'a qu'une seule idée en tête, il lui faut cette fille. Il ne voit pas une imitatrice de Piaf. Il voit un diamant brut. Il sent le potentiel, non pas pour remplacer Piaf, ce qui est impossible, mais pour créer quelque chose de plus grand encore, de plus international, en utilisant Piaf comme rampe de lancement. Il n'attend pas la semaine suivante. Il la convoque immédiatement. Mireille se présente, intimidée, accompagnée de son père, Roger, qui se méfie de ce monde parisien. Stark est direct, brutal. Il se tourne vers Mireille, 19 ans, et lui dit cette phrase, qui est un véritable contrat faustien, un pacte de vie. Tu es une débutante. Tu as tout à apprendre. Je vais travailler comme un forcené. Je ne te passerai rien. Je serai impitoyable. Réfléchis bien. Il est encore temps de dire non. Si tu acceptes de m'écouter, de travailler, et surtout de ne pas aller trop vite sur le chemin du succès, je ferai de toi une très grande star. Mireille, qui voit dans les yeux de cet homme l'unique chance d'arracher définitivement ses 13 frères et sœurs à la misère, qui voit le rêve de son père sur le point de se réaliser, accepte. Le père, Roger, accepte aussi. Le pacte est scellé. Le Pygmalion a trouvé sa Galatée. Johnny Stark devient son manager exclusif, son ombre, son créateur. La semaine suivante, au jeu de la chance, Georgette Lemaire n'a aucune chance. Stark a déjà commencé son travail. Mireille gagne. Et elle gagne 6 semaines de suite. La Mathieu-mania est lancée. Mais le vrai travail commence en coulisses. Le chantier est titanesque. La première chose que Stark fait, avec une intelligence stratégique redoutable, est de la dépiafiser. Il lui interdit formellement d'écouter le moindre disque d'Édith Piaf. Il lui confisque ses disques. Il lui dit, tu n'es pas elle. Tu es Mireille Mathieu. Tu dois trouver ta propre voie. C'est un sevrage brutal, une rupture psychologique nécessaire. Il ne s'arrête pas là. Il la place entre les mains des plus grands. D'abord, le chef d'orchestre Paul Moria, un génie des arrangements. C'est lui qui apprend à Mireille à ne plus crier ses notes, à moduler sa voix, à respirer, à utiliser la puissance phénoménale de ses poumons avec contrôle. Ensuite, il s'attaque à l'image. Il faut la sortir du noir lugubre, de la petite robe noire de Piaf. Mais il faut aussi créer une marque de fabrique, quelque chose d'instantanément reconnaissable. Ce sera cette coupe de cheveux? Une idée de Stark, exécutée par le coiffeur star des yéyés, Jean-Marc Magnati. Il lui dessine cette coupe au carré, presque un casque, qui encadre son visage de poupée. Cette coupe deviendra sa signature, sa prison dorée, un symbole immuable qui la figera dans une éternelle jeunesse pour les 60 prochaines années. Enfin, le plus important, le répertoire. Fini les reprises de Piaf. Il faut de l'original. Stark réunit les plus grands auteurs et compositeurs de l'époque. Il fait appel à André Pascal, à nouveau, à Paul Moria. Ils lui écrivent une chanson sur mesure, une chanson puissante, quasi mystique, qui prend le contre-pied total de l'ambiance yéyé de l'époque. La chanson s'appelle Mon Credo. Nous sommes en 1966. Sortir une chanson qui parle de Dieu, de croyance, de soleil, en pleine vague de Salut les copains, est un pari insensé. Mais Stark a raison. Mon Credo est un triomphe absolu. Le disque se vend à plus d'1 million d'exemplaires. En quelques mois, Mireille Mathieu n'est plus la petite imitatrice d'Avignon. Elle est la plus grande star de France. Les succès s'enchaînent à une vitesse folle, Viens dans ma rue, la première étoile. Stark est un bourreau de travail et il exige la même chose d'elle. Il gère tout. Absolument tout. Les interviews, où il lui souffle souvent les réponses, les séances photos, le choix des chansons, sa tenue, ses fréquentations. Il devient son garde du corps, son mentor, son père de substitution. Elle l'appelle d'ailleurs Papa Stark. Elle gagne des sommes folles. Et son premier achat, son obsession, c'est de tenir la promesse faite à sa famille. Elle achète une grande maison à Avignon. Elle y installe ses parents et toute la fratrie. Elle a réussi. Elle a sauvé sa famille de la pauvreté. Elle racontera que son plus grand bonheur, ce ne fut pas la maison, mais l'installation d'un téléphone. Enfin, ses parents n'auront plus à se rendre à la pharmacie du coin pour lui parler lorsqu'elle est à Paris. Mais ce triomphe a un coût. Lors de cette première année folle de tournée, sa grand-mère, Germaine, tombe malade. Mireille est sur la route,
enchaînant les galas. Stark, pragmatique, gère le planning. Quand elle veut s'arrêter pour aller voir sa grand-mère à l'hôpital, il est déjà trop tard. Elle décède. Ce sera l'un des grands regrets de sa vie, ne pas avoir pu lui dire adieu. La machine était déjà lancée. Et la machine ne devait, et ne pouvait, jamais s'arrêter. Cette ascension fulgurante est un véritable cas d'école dans l'histoire de la musique. Si vous êtes aussi fasciné que nous par cette stratégie et cette transformation, pourriez-vous s'il vous plaît nous le montrer en vous abonnant à notre chaîne? C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de ne manquer aucune de nos futures histoires. Car Johnny Stark ne veut pas seulement la France. La France est trop petite pour son ambition. Il veut le monde. Il sait que la chanson française s'exporte mal. Alors il a une idée de génie, une idée qui va faire de Mireille une star planétaire. Elle chantera dans la langue de chaque pays où elle ira. Le premier marché test est l'Allemagne. Il lui fait apprendre l'allemand phonétiquement. Elle devient Der Spatz von Avignon, le moineau d'Avignon. Le succès est colossal, instantané, peut-être même plus grand encore qu'en France. Des chansons comme Inter den Kulissen von Paris ou Acropolis Adieu deviennent des hymnes nationaux. Les Allemands adorent son professionnalisme, sa voix claire, et ce petit accent français qu'elle conserve. Après l'Allemagne, le reste du monde. Elle apprend l'anglais. Elle part à la conquête des États-Unis. Elle passe au Ed Sullivan Show, l'émission de tous les records, le Graal absolu. Elle y croise Elvis Presley. La légende dit qu'ils se sont rencontrés à Las Vegas. C'est vrai. En 1974, il est venu la voir chanter, et elle est allée voir son show. Une rencontre brève, professionnelle, entre deux icônes. Elle croise aussi Dean Martin, Frank Sinatra. Elle chante à Las Vegas, au London Palladium devant la reine Elisabeth II. Elle apprend l'espagnol, l'italien, le japonais, le russe, le finnois, le chinois. Au total, elle enregistrera dans 11 langues différentes. Plus de 1200 chansons. Les chiffres donnent le vertige, 190 millions de disques vendus. Elle est reçue par le président américain Ronald Reagan, par le pape Jean-Paul II. Elle devient l'ambassadrice non officielle de la France. Mais c'est sa relation avec le bloc de l'Est qui est la plus fascinante et la plus unique. En pleine guerre froide, alors que le rideau de fer sépare le monde en deux, Mireille Mathieu devient l'une des très rares artistes occidentales autorisées à se produire en URSS. Elle y va pour la première fois en 1967. Le peuple russe, sevré de culture occidentale, l'adopte avec une ferveur incroyable. Elle devient un symbole, un pont entre l'Est et l'Ouest. En 1987, elle réalisera l'impensable. Elle chantera sur la place rouge à Moscou, devant des dizaines de milliers de personnes, lors d'un événement retransmis dans tout le bloc soviétique. Sa vie est un tourbillon incessant de concerts, d'avions, de studios d'enregistrement, de réceptions officielles. En 1968, elle frôle la mort. La voiture qui la conduit entre deux galas est impliquée dans un grave accident. Elle s'en sort avec une vertèbre fracturée. Elle doit rester immobilisée pendant des mois. Pendant sa convalescence, elle reçoit même une lettre de menace anonyme, on t'aura la prochaine fois. L'enquête ne mènera à rien, mais la peur s'installe. À peine remise, Stark, implacable, la remet sur scène. La machine ne doit pas s'enrayer. Elle gagne des sommes astronomiques. Mais elle ne voit presque rien de cet argent. C'est Stark qui gère tout. Elle avouera plus tard qu'à cette époque, au sommet de sa gloire, elle n'avait même pas de chéquier. Elle n'avait jamais un sou sur elle. Elle vit dans une bulle luxueuse, un cocon, mais elle est totalement contrôlée. Stark est son ombre. Il la protège, la couve, mais il l'isole aussi. Il est le cerbère qui garde l'entrée de la tour d'ivoire. Et c'est ici que nous arrivons au cœur du mystère. Au soupçon que tout le monde partage. Mireille Mathieu est belle, elle est jeune, elle est la star la plus populaire du monde. Mais elle est seule. Perpétuellement, désespérément seule. Les journalistes s'interrogent. Les fans se posent des questions. N'a-t-elle pas de petite amie? N'est-elle pas amoureuse? La réponse officielle, dictée, formatée par Stark, est toujours la même, je suis marié à ma carrière. Une réponse parfaite, mais qui ne trompe personne. En coulisses, la question est plus complexe. Quel est le rôle exact de cet homme, Johnny Stark? Cet homme de 25 ans son aîné, qui vit pour elle, qui la couve, et qui, surtout, écarte méthodiquement tous les prétendants? La presse populaire s'enflamme. La rumeur est persistante, est-il son amant? C'est la question que tout le monde se pose. Mais ceux qui les côtoient décrivent une relation bien plus étrange, plus complexe. Une relation de créateur à créature. Une emprise psychologique totale, une dévotion mutuelle, mais qui semble plus paternelle, plus professionnelle, qu'amoureuse. Il a façonné chaque aspect de sa vie. Elle n'existe pas sans lui. Elle est son chef-d'œuvre. Pourtant, à 2 reprises, Mireille, la femme, a tenté de briser la cage dorée.
La première tentative a lieu au début des années 1980. Elle a la trentaine. Elle tombe, pour la première fois, passionnément amoureuse. L'homme est un homme d'affaires, décrit comme très riche et très célèbre. Son identité n'a jamais été confirmée, mais la relation est sérieuse. Très sérieuse. Au point qu'en 1983, ils se fiancent. Le mariage est prévu. Mireille rêve de fonder une famille, d'avoir des enfants. Mais l'homme, puissant et habitué à diriger, lui pose un ultimatum. Il lui suggère, ou peut-être exige-t-il, qu'elle mette un terme à sa carrière de chanteuse pour se consacrer à leur foyer et à leurs futurs enfants. Mireille est face à un choix impossible, un dilemme cornélien. D'un côté, la vie normale, l'amour, la maternité. De l'autre, la scène, son public, sa voix, et Johnny Stark. Car sa carrière, c'est Johnny Stark. Choisir l'un, c'est trahir l'autre. C'est détruire l'œuvre de sa vie et celle de l'homme qui s'est sacrifié pour elle. Pendant 3 jours, dit-on, elle vit un calvaire. 3 jours pour décider de toute sa vie. 3 jours seulement avant la date prévue du mariage, Mireille annule tout. Elle rompt ses fiançailles. Elle choisit sa carrière. Elle choisit le pacte. Elle choisit Stark. La blessure est profonde, mais la discipline de l'usine, la promesse faite à sa famille, est plus forte. Une deuxième tentative aura lieu. Mais elle est bien plus mystérieuse, et peut-être plus triste encore. C'est dans les années 1990, après la mort de Stark. Nous y reviendrons. Mais avant cela, le drame fondateur. Le pilier qui s'effondre. Le 14 avril 1989, Johnny Stark, l'ogre, le Pygmalion, le bourreau de travail, l'homme qui se poussait à l'extrême, qui ne dormait jamais, qui vivait sous une tension permanente pour assurer le succès de Mireille, est foudroyé par une crise cardiaque. Il est mort. Pour Mireille, ce n'est pas la perte d'un manager. C'est la fin de son monde. C'est un séisme de magnitude 10. L'homme qui pensait pour elle, qui décidait pour elle, qui respirait pour elle, qui la protégeait de la réalité, n'est plus là. Elle est seule. Pour la première fois de sa vie d'adulte, elle est seule. Elle tombe dans une dépression abyssale, un trou noir. Sa raison de vivre, au-delà de la scène, a disparu. C'est à ce moment-là, dans le deuil et la confusion la plus totale, qu'elle prononce cette phrase. Cette phrase qui est l'admission que tout le monde attendait. La clé de toute sa vie. Un journaliste lui demande, enfin, qui était vraiment Johnny Stark pour elle. Elle répond, les larmes aux yeux, avec une franchise désarmante, Johnny Stark est mon merveilleux ange. Il a vécu pour moi et simplement, j'ai vécu pour lui. Ce n'était pas une romance charnelle au sens où on l'entend. C'était une fusion. Une dévotion absolue, quasi spirituelle, un pacte de vie totale. Il était son créateur, et elle était sa plus grande œuvre. Il a sacrifié sa propre vie pour la carrière d'elle, et elle a sacrifié sa propre vie sentimentale et personnelle pour la mission qu'il lui avait donnée. C'est un amour qui dépasse l'entendement. Mais le choc de sa mort n'est que le premier. Le second choc est tout aussi brutal, la réalité. Stark, le génie artistique, était un gestionnaire chaotique. Mireille, qui, rappelons-le, n'avait jamais signé un chèque, découvre que sa succession est un enchevêtrement juridique et financier indescriptible. Pire encore, elle réalise que des gens en qui elle avait une confiance aveugle, des gens placés par Stark lui-même, comme son assistante Nadine Joubert, ont profité de la situation. L'argent a disparu. Des millions. Elle le dira elle-même plus tard, dans une interview, avec une rage froide et rare, j'ai réalisé que des gens en qui j'avais confiance ont volé mon argent. Alors, j'ai renvoyé tout le monde. Imaginez la scène. La demoiselle d'Avignon, l'icône mondiale, se retrouve à 43 ans, orpheline de son mentor, en deuil, et confrontée à une quasi-faillite et à des procès complexes. L'oiseau en cage est libre, mais il ne sait pas voler. Et les vautours tournent autour. C'est sans doute la période la plus sombre, la plus terrifiante de sa vie. Que feriez-vous à sa place? Cette trahison, après un tel deuil, est d'une violence inouïe. C'est là que la famille, ce noyau qu'elle avait sauvé de la misère 30 ans plus tôt, va maintenant la sauver elle-même. Sa sœur, Monique, qui était déjà dans l'ombre, prend les rênes commerciales. Elle devient sa nouvelle manager. Sa sœur Matité, elle, s'occupe de sa vie personnelle, de son quotidien. Mireille doit tout réapprendre. Gérer son argent, prendre des décisions, choisir ses chansons. Elle devient enfin adulte, à plus de 40 ans. C'est à cette époque qu'a lieu la deuxième tentative de romance. Celle des années 1990. On la voit au bras d'Olivier Échaudemaison, le charismatique et brillant expert en cosmétique de la maison Guerlain, l'homme qui maquillait les plus grandes dames du monde, y compris Wallis Simpson. Ils apparaissent ensemble, ils sont beaux, élégants. La presse s'emballe. Enfin, Mireille est amoureuse. On murmure qu'elle commande déjà sa robe de mariée. Puis, à nouveau, tout s'arrête. L'histoire reste secrète. Mais la vérité,
que le Paris mondain connaissait, était qu'Olivier Échaudemaison était un homme merveilleux, un ami fidèle, mais aussi un homme ouvertement homosexuel. Cette romance n'était pas une passion. C'était, plus tristement peut-être, une tentative de construire une compagnie, une amitié profonde, peut-être un mariage de convenance pour ne plus être seul. Mais là encore, le projet échoue. Ce deuxième échec scelle définitivement son destin sentimental. Elle ne tentera plus. Elle se reconstruit, professionnellement d'abord. Elle fait un retour triomphal en 1990 au Palais des Congrès. Puis, en 1993, elle réalise un rêve, un acte de libération. Elle sort un album hommage à celle qui a tout commencé, Mireille Mathieu chante Piaf. La boucle est bouclée. Elle n'est plus l'imitatrice que Stark avait bannie. Elle est l'héritière légitime. L'album est un succès, se vendant à plus de 100 000 exemplaires. Sa carrière continue, solide. Moins en France, où les modes ont changé, mais massivement en Allemagne, en Europe de l'Est et en Russie, où elle reste une déesse vivante. Elle maintient ses liens avec la Russie post-soviétique, ce qui lui vaudra quelques controverses en Occident, notamment pour sa proximité affichée avec Vladimir Poutine, ou ses commentaires jugés durs sur les Pussirios. Mais Mireille, fidèle à sa ligne de conduite, se voit comme un pont entre les peuples, pas comme une actrice politique. Et nous voilà aujourd'hui. Mireille Mathieu a 78 ans. Elle vit à Neuilly-sur-Seine, dans une belle maison. Avec sa sœur. Elle n'a jamais eu d'enfant. Elle dit, avec une tendresse sincère, que ses neveux et nièces, et leurs enfants, sont les enfants de son cœur. Son hygiène de vie est aussi stricte que la discipline que lui imposait Stark. C'est peut-être son dernier hommage. Elle le dit elle-même, la principale raison de mon succès, c'est que j'ai toujours mangé très sainement. Je n'ai jamais fumé. Je ne bois qu'un verre de champagne lors d'occasions spéciales et j'évite le soleil direct. Et elle ajoute, ce détail incroyable, je chante 1 heure chaque jour et j'essaie de rester en pleine forme. 60 ans après ses débuts, elle s'entraîne encore. 1 heure. Chaque jour. Et maintenant, elle annonce ses adieux. La tournée Goodbye My Love, Goodbye. Ce n'est pas son plus grand succès, mais c'est l'une de ses chansons préférées, un titre sentimental qu'elle a partagé avec d'autres artistes en Allemagne. C'est un adieu à son public. Le seul, l'unique, le véritable amour de sa vie. Elle prévoit de se retirer entre Paris et Avignon, là où tout a commencé. De passer ses étés sur la Côte d'Azur. Elle n'exclut pas quelques concerts occasionnels, mais les grandes tournées, la machine infernale, c'est terminé. En repensant à sa vie, elle n'exprime aucun regret. J'ai pu vivre pleinement mon rêve, rencontrer des personnes fascinantes et voir le monde entier. Je me sens complètement heureuse. Alors, quel est le bilan de ce destin hors norme? Mireille Mathieu est un monument national, l'incarnation d'un sacrifice total pour l'art. Elle a choisi la gloire éternelle plutôt que l'amour d'un homme ou la joie d'une famille. C'était le prix à payer. C'était le pacte. Elle a vécu pour Johnny Stark, et il a vécu pour elle. Et grâce à cette fusion étrange, dévorante et magnifique, elle a vécu pour nous, son public, pendant 60 ans. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. La vie de Mireille Mathieu est une leçon de discipline, de choix, et de sacrifice. Mais la question que nous vous posons est la suivante. Pensez-vous qu'elle a fait le bon choix? Le sacrifice de l'amour et d'une vie personnelle pour l'immortalité artistique, est-ce que, selon vous, ça en valait la peine? Dites-le nous sincèrement dans les commentaires ci-dessous. Votre avis nous intéresse énormément. N'oubliez pas de laisser un j'aime si cette histoire vous a touché, et surtout, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne jamais manquer nos prochaines plongées dans les secrets des plus grandes légendes. Merci de votre fidélité, et à très bientôt.